Venons-en donc à l'écriture méroïtique elle-même et voyons quelles sont les différences et les relations entre la cursive et l'hiéroglyphique. Alors il est nécessaire tout d'abord de donner quelques éléments sur la langue méroïtique. La langue méroïtique est donc parlée au nord du Soudan, dans ce qu'on appelle le royaume de Couche, probablement depuis le milieu du troisième millénaire jusqu'au début du Moyen Âge. Mais qu'il s'agisse de son apparition ou de sa disparition, il nous manque véritablement des témoignages pour savoir quel a été le premier texte, quel a été le dernier texte. C'est très souvent le cas avec les écritures anciennes. Donc le méroïtique, bien qu'il ait vécu longtemps, n'a été écrit qu'une petite portion de son existence, puisque c'est en gros vers le début du royaume de Méroé, de 180 à 270, qu'est inventée l'écriture méroïtique, et elle subsistera de façon très sporadique jusque vers 500 après Jésus-Christ. L'écriture a été déchiffrée en 1911 par l'égyptologue britannique de génie Francis Cowlin Griffiths, qui a plusieurs autres écritures, déchiffrements d'écriture, soit complets, soit partiels, à son tableau de chasse, notamment l'Iratica normal, qui était la forme de démotique utilisée en Haute-Égypte, et puis le démotique lui-même, dont il a énormément perfectionné la connaissance. Alors le problème du méroïtique, ce n'est pas l'écriture, c'est la langue elle-même, hein. La langue n'est pas bien connue. Actuellement, on connaît guère qu'à peu près 150 mots de manière assurée, et parmi ces 150 mots, seule une cinquantaine appartiennent au lexique de base, hein, ce qui ne simplifie pas évidemment la recherche de langues apparentées, hein. Je noterai cependant que à peu près 700, 750 mots sont un peu connus, c'est-à-dire que nous avons des hypothèses sur leur sens, parfois sur leur nature grammaticale, c'est assez divers, hein, mais nous ne sommes pas finalement totalement dépourvus vis-à-vis de tous les mots méroïtiques, à part les 150 qui sont bien balisés. Alors il a fallu assez longtemps, mais maintenant c'est sûr, le méroïtique appartient à une famille soudanique, à une sous-famille linguistique que j'ai appelée donc le soudanique oriental nord, hein, en français, hein, SON, qui est elle-même une branche de la grande famille nilo-saharienne. Bon, une grande famille qui comprend aujourd'hui plutôt de petites langues, je dirais, comme le nubien, le toubou, le maasai, hein, je dois vous dire quelque chose. Deux écritures différentes sont utilisées donc à Méroé, mais le système graphique est le même, c'est-à-dire qu'on a chaque fois 23 signes plus un séparateur de mots qui est composé de deux ou trois points, plutôt trois points en hiéroglyphique, deux points en cursif, et qui suivent un système globalement alpha-syllabique. L'écriture cursive dérive donc, nous l'avons vu, d'une forme locale de démotique égyptien, que j'appelle depuis peu de temps le démotique nabatéen, et qui n'est pas attesté encore dans les fouilles, à part les quelques documents dont je vous ai donné, dont je vous ai parlé précédemment. Alors, cette écriture est utilisée pour tous les usages quotidiens, et nous l'avons vu aussi pour les inscriptions royales, alors qu'en Égypte, même tardivement, on peut penser à la Terre de Rosette par exemple, les écrits officiels sont en hiéroglyphes. L'écriture hiéroglyphique, méroïtique, elle, est une sélection donc de 23 hiéroglyphes égyptiens. Alors on a sélectionné pour chaque signe cursif un signe égyptien et il est absolument évident que cette sélection ne s'est pas faite naturellement, mais qu'elle découle de l'invention d'un ou de scribes. C'est une écriture inventée. Donc cette écriture a permis une écriture donc monumentale, a permis donc des inscriptions dans les temples qui ressemblaient aux inscriptions égyptiennes. Mais en revanche, les particuliers ne semblent pas avoir eu le droit de l'utiliser, hein. Nous avons quelques exemples d'inscriptions
écrites par des privés. Et chaque fois, le texte hiéroglyphique s'interrompt pour des signes cursifs. Ce ne sont jamais les mêmes, donc cela veut bien dire que le scripteur connaissait les deux inventaires, mais était tenu de les mélanger. On a également cette attestation donc, dans un roman tardif de l'Antiquité grecque d'Héliodore qui s'appelle Les Éthiopiques. Alors ces Éthiopiques se déroulent évidemment au Soudan, hein, c'est toujours le sens ancien d'Éthiopie en grec. Et une fille du roi de Méroé est reconnue, parce qu'elle a été abandonnée à sa naissance, elle est reconnue par un ruban qui est écrit dans une écriture que personne ne comprend et qui est l'écriture royale éthiopienne. Donc ce terme de royal qui est utilisé ici montre bien que les hiéroglyphes sont une prérogative des souverains et de la famille régnante. Donc voici une partie de l'alphasyllabaire méroïtique, je l'ai coupé en deux pour que les signes ne soient pas trop petits. Donc vous y voyez ici à la fois des signes qui transcrivent des syllabes et des signes qui transcrivent des voyelles. Donc ne vous fiez pas à ce qu'on appelle la translittération, c'est une façon assez commode de faire passer un texte écrit en méroïtique en écriture latine, mais c'est un petit peu trompeur. Par exemple, si je prends le deuxième signe, le bélier, B, hein, eh bien on va le translittérer B, mais la prononciation, sa valeur phonétique, c'était évidemment ba, hein, avec un A qui constitue la voyelle inhérente des alphasyllabaires. Donc si vous voulez modifier ce A et écrire bi, eh bien on reprenait le signe ba et on y ajoutait un modificateur. Par exemple, le sixième signe de la liste, le modificateur I, hein, qui est représenté en hiéroglyphique par un petit bonhomme qui lève un bras, parfois deux bras d'ailleurs. C'est donc un modificateur. Et puis, on a certains signes, nous y reviendrons, qui, eux, ne sont même pas des signes alpha-syllabiques, mais des signes syllabiques complets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la voyelle qui est inscrite. C'est le cas de né que nous voyons ici comme avant-dernier signe. Alors, voici la deuxième partie. Alors, vous voyez qu'il y a quelques incertitudes, on n'a pas encore totalement compris exactement la valeur de quelques-uns des signes. Par exemple, le troisième signe avant la fin, donc qui représente une sorte de bouche, c'est un signe dont nous savons qu'il représente la consonne Ra telle qu'elle existe en égyptien, et dans des mots qui viennent de l'égyptien, qui comprennent cette consonne, on la retrouve comme il est écrit ici. Mais on pense qu'en fait, dans les mots qui sont purement méroïtiques, elle représente un autre son qui est le son na, hein, la vélaire nasale de l'anglais king. Hein. Et d'ailleurs, la cursive qui représente ce signe est passée en vieux nubien pour transcrire justement cette vélaire nasale. Enfin, le ya, vous voyez au-dessus, on n'est pas très sûr qu'il s'agisse véritablement de quelque chose qui soit phonologique. Il n'est pas très sûr qu'il existait un y dans l'inventaire des consonnes méroïtiques. Il est plutôt utilisé pour éviter les hiatus, pour servir de support fictif de voyelles à l'initiale, etc. Donc vous voyez qu'il reste encore un petit peu de travail pour comprendre comment marche ce système. Alors le système graphique, en revanche, lui, est bien compris et il s'agit donc d'un alphasyllabaire qui, comme souvent les écritures dans le monde, n'est pas un type pur. Hein. Il est mixte et cela veut dire que nous allons avoir effectivement quelques signes qui ne sont pas alphasyllabiques, nous les avons déjà repérés. Donc parlons généralement des alphasyllabaires qui ont de nombreux noms, on les appelle aussi abugida, hein, d'après l'éthiopien, semi-syllabaires, pseudo-alphabet, c'est un vilain terme qu'il vaut mieux éviter. Donc ces alphasyllabaires ont pour unité la syllabe, comme nous l'avons vu au départ, de la même manière que les syllabaires purs, les syllabaires qui encodent différemment chaque syllabe. Donc deux catégories de signes, nous l'avons vu, les signes syllabiques, les modificateurs vocaliques.
Donc pour un signe syllabique, il représentera une consonne plus une voyelle inhérente qui est A en méroïtique. Et si on veut inscrire autre chose que A, on ajoute un modificateur. Alors le problème qui se pose, c'est que les alphasyllabaires sont parfaits pour des langues qui se présentent sous la forme consonne-voyelle, consonne-voyelle. C'est pour cela d'ailleurs que les kanas japonais sont très pratiques parce que la langue est quand même marche énormément sur cette structure, hein. Mais si on a besoin d'écrire des voyelles initiales, d'écrire des hiatus, des voyelles qui succèdent donc, des consonnes qui se succèdent, et des consonnes à la fin, ce système, évidemment, seul ne peut pas le faire. On est obligé de recourir donc à des ruses, des stratagèmes, qui sont assez différents suivant les écritures. Alors, quels sont ces alphasyllabaires? Eh bien, nous en avons déjà parlé rapidement. Ce sont essentiellement les écritures indiennes qui sont dérivées de la brahmi et qui représentent finalement, étant donné qu'elles sont très nombreuses, une par langue pratiquement, elles représentent une proportion non négligeable des écritures du monde, peut-être même un tiers ou une moitié. Donc c'est notamment la Devanagari qui est la plus classique, qui écrit le sanskrit mais aussi l'hindustani ou l'hindi, le bengali, mais au nord le tibétain, au sud le tamoul, puis à l'est le birman, thaï, etc. Euh, les cunéiformes vieux perses, qu'on appelle aussi syllabaires persépolitains, sont aussi un alphasyllabaire, mais alors extrêmement impur, si j'ose dire, dans la mesure où ils comportent des signes logographiques, qu'il y a deux voyelles inhérentes A et E. Le système est supposé avoir été inventé par Darius Ier, qui s'en vante dans ses inscriptions, de façon à pouvoir écrire le vieux perse, la langue indo-européenne des Perses. Donc on a utilisé le vieux système cunéiforme qu'on a adapté en faisant un alphasyllabaire, et ceci pendant quelques générations. C'est une écriture qui n'a pas existé très longtemps, quelques siècles. Nous avons déjà parlé de l'écriture éthiopienne, donc appelée Fidel, hein, qui est issue à l'origine de l'écriture sabéenne, une écriture sud-arabique. Et enfin, donc, l'écriture méroïtique, Clos-le-Ban, c'est le dernier de ces quatre groupes qui représentent l'ensemble des alphasyllabaires dans le monde, aujourd'hui et hier. Alors voyons un exemple à partir des écritures indiennes qui, disons, offrent le type le plus logique d'utilisation d'un alphasyllabaire, hein. Donc prenons la Devanagari par exemple, l'écriture du hindi et du sanskrit autrefois. Ce signe donc va se lire pa, hein, c'est un signe simple, syllabique, et la voyelle inhérente est A. Donc si je veux changer cette voyelle A, je réécris le signe, mais j'introduis un modificateur. Alors ce modificateur va être ici un signe diacritique dont la position peut être extrêmement diverse. Il peut se trouver au-dessous, c'est le cas du OU, le E se retrouvera au-dessus, le I se retrouvera à gauche et le O se retrouvera à droite. Donc le signe est entouré en quelque sorte par ces différents modificateurs vocaliques. En méroïtique, c'est différent. Le modificateur vocalique, c'est un signe distinct et il est ajouté à gauche puisque l'écriture se développe de droite à gauche comme l'arabe, l'hébreu ou le démotique d'ailleurs, d'où il vient. Et il est ajouté à gauche comme le serait n'importe quel signe syllabique. Donc si je prends le signe pas ici, eh bien pi, pou, p vont être transcrits par un modificateur vocalique qui est placé comme n'importe quel autre signe, hein, comme s'il était aussi lui-même un signe syllabique. Pour cette raison, on a longtemps mal compris le système, Griffiths le premier, qui pensait qu'on avait affaire à un alphabet un peu bizarre.
En fait, c'est un de ses lointains disciples, Fritz Rinse, un Allemand de l'Est, qui a montré qu'il s'agissait d'un alpha-syllabaire. Donc, cet alpha-syllabaire, nous en voyons maintenant quelques preuves. Voici donc une table de Franck de Caranoc, et nous allons prouver qu'effectivement, nous avons affaire à un alpha-syllabaire en montrant qu'on ne peut pas séparer la voyelle du signe de base. Si je prends tous les changements de ligne, ici, au début de la nouvelle ligne, j'ai toujours un signe de base, R, N, et ici, M. Bien, en fait, c'est de la translittération, donc il faut évidemment comprendre ma, na et ra. Revenons-y, les modificateurs vocaliques donc, ne peuvent jamais se placer en début de ligne, ni être séparés de leur signe syllabique. Une autre preuve, donc, c'est la répartition des signes en colonnes. Donc voici ici une très belle petite stèle qui vient de Naga et qui représente la plantureuse reine Amanichareto devant la petite déesse Amésémie. Son nom est écrit, donc ici le nom de la reine est écrit en hiéroglyphe et vous pouvez voir que les modificateurs vocaliques sont sur la même ligne que les signes de base. Donc sur la colonne, la partie gauche de la colonne, vous avez les modificateurs vocaliques, et puis sur la partie droite, vous avez vous avez les signes de base sur la partie de droite, et sur la partie gauche, vous avez 3 modificateurs vocaliques dans l'ordre I, E et O. Donc voilà, si je lis l'ensemble, ça donnerait quelque chose comme Amana et Shangmetuku, hein, c'est Amani Shareto. J'ai rajouté, si vous voulez, la voyelle induite ici, entre parenthèses, hein, puisque nous avions affaire à une translittération où on ne l'écrit pas. Donc, dans les textes inscrits en colonne, les modificateurs vocaliques ne sont jamais séparés des signes syllabiques. Alors, passons maintenant à ce qui fait que ce n'est pas un alpha-syllabaire pur. Et pour ça, j'ai besoin simplement d'expliquer ce qu'il en est d'un signe particulier qui est le signe E, donc qui est écrit par une plume en hiéroglyphique et puis par cette courbe que vous voyez en cursive. Donc c'est un modificateur vocalique E, mais en revanche, E a plusieurs valeurs, chose qui est fréquente dans des langues non apparentées comme le français ou l'anglais. Hein. Donc en français, un E va pouvoir se prononcer et dans, par exemple, un G, hein, un G de quelque chose, E comme dans le verbe jeter, hein, et puis rien du tout, parfois, comme par exemple dans bouleverser, qui en France du Nord se prononce toujours bouleversé sans que le E soit prononcé. Donc ce sont les 3 valeurs, les 3 timbres de la voyelle, du modificateur vocalique E. Et nous en avons besoin pour comprendre effectivement ces 4 signes à syllabes fixes. Donc en conséquence, si j'écris par exemple B plus E, je dois pouvoir lire soit B, soit B, soit simplement un B. Alors évidemment, c'est très pratique cette dernière possibilité, puisque ça permet d'avoir des successions de consonnes, et c'est un de ces fameux systèmes qu'ont inventé les alpha-syllabaires pour transcrire des choses qui ne sont pas évidentes avec la répartition donc en syllabes ouvertes. Donc 4 signes syllabiques ont une valeur vocalique fixe, ce sont donc des signes syllabiques et non pas des signes alpha-syllabiques. C'est le cas de né, de c, de t et de to. Alors vous voyez que chaque fois nous l'avons en translittération. Et vous voyez qu'aussi il y a chaque fois pour le et 3 possibilités. Né sera soit né, soit ne, soit n tout court. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est le dernier, qui, bien qu'il soit translittéré tôt, se lit tout.
Donc on ne peut jamais, pour ces signes-là, utiliser les graphies analytiques. Écrire un n plus un et, ce sont des choses qui ne sont jamais attestées, même par les scribes les plus ignorants. Alors passons maintenant à l'examen de l'écriture hiéroglyphique, qui est une évolution un petit peu à contre-courant dans la mesure où, comme je vous l'ai déjà dit, les hiéroglyphes sont nés après la cursive. Et donc en fait, on a créé les hiéroglyphes à partir de la cursive, ce qui est, y compris dans leur tracé, hein, nous le verrons, ce qui est quelque chose d'absolument unique. La plupart des langues ont commencé par avoir des signes très proches de la réalité, que ce soit par exemple en cunéiforme sumérien, que ce soit en Égypte, et puis on a simplifié les choses en créant des cursives, l'hiératique et le démotique par exemple pour l'égyptien, mais jamais en sens inverse. Alors il faut bien comprendre que les méroïtes adaptent l'écriture égyptienne à une époque où l'écriture courante, c'est l'écriture démotique. Donc ils ne vont pas aller recréer des hiéroglyphes. Donc effectivement, ceci explique que les hiéroglyphes soient un dérivé de la cursive et non pas l'inverse. Alors nous allons le voir d'ailleurs par la chronologie. La plus ancienne inscription cursive qui est connue, c'est le sistre d'Arnechamani. Arnechamani est un roi qui régnait aux alentours de 240 à 215 avant Jésus-Christ. Et ce sistre, grâce à une indication hémédisis, doit dater donc de la fin du règne, c'est-à-dire vers 220. Ce sistre, pardon, qui est donc un instrument de musique, hein, vous voyez qu'il comporte un arceau qui est percé de barres, et dans ces barres sont insérés des petits disques métalliques qui font du bruit quand on l'agite. Hein. Pour vous donner un exemple, le sistre en égyptien ancien est appelé séséchet. Hein. Donc ça vous donne une petite idée du son que ça représentait, hein, que ça émettait. Et ce son, donc, on l'entendait essentiellement dans les cérémonies religieuses en l'honneur d'Isis, mais aussi d'autres dieux, et même parfois on le voit représenté pour l'arrivée d'un pharaon, hein, comme dans la stèle de Pianki. Donc sur l'arceau du sistre figure une inscription en égyptien pas très bon d'ailleurs, enfin les hiéroglyphes sont pas très beaux, et vous y trouvez donc le nom totalement ici à droite au milieu, le nom d'Arné-Ramani, et puis au-dessus son nom de couronnement égyptien, Répercaré. Ces deux inscriptions sont en égyptien. Et sur le manche du sistre figure l'inscription datable la plus ancienne en méroïtique. Donc nous sommes en 220 avant Jésus-Christ et on vient d'inventer en fait cette nouvelle écriture qui est une écriture cursive et qui dérive directement du démotique utilisé à Napata. Alors à cette époque, les hiéroglyphes méroïtiques n'existent pas. Hein. Le même roi Arnéramani, le voici représenté dans le temple du lion à Moussawarat, eh bien les inscriptions sont en égyptien, y compris son nom méroïtique Arnéramani, qui est transcrit dans le cartouche qui se trouve devant son front en écriture égyptienne. Or, après le règne d'Arnéramani, l'Égyptien n'est de plus en plus mal connu. Il faut dire, je l'ai expliqué déjà, qu'on s'est éloigné de la civilisation égyptienne à tous les égards en déplaçant le centre du pouvoir de Napata à Méroé. Et nous pouvons voir, par exemple, sur le revers de la petite stèle de la, reine, de la plantureuse reine Amanichareto que nous avons vue tout à l'heure, eh bien, nous avons une inscription en égyptien qui est à peine compréhensible. On lit que vive, fils, maître. Et ceci représente donc que vive le fils de Ré, le maître de la Haute et la Basse Égypte. Et le tout d'ailleurs devrait être au féminin, puisque c'est une reine, mais là on ne s'embarrasse pas du féminin qui n'existe pas de toute façon en méroïtique, pas plus que le masculin, puisqu'il n'y a pas de genre grammatical dans cette langue. Donc vous voyez qu'effectivement, cet égyptien de pacotille, si je puis dire, pouvait difficilement être utilisé dans des inscriptions monumentales visibles par tout le monde.
C'est pour cette raison que sous le règne probablement de l'arrière-petit-fils d'Arne-Ramani, qui s'appelle Taneyi Damani, a été créée une écriture monumentale, une écriture hiéroglyphique. Donc le premier exemple que nous en avons, et il s'agit vraiment de tâtonnement, hein, nous avons les cartouches, les deux cartouches du roi. En fait, il s'agit du même cartouche, hein, très probablement. Donc écrits avec des signes hiéroglyphiques qui viennent de l'égyptien, mais qui ne sont pas encore totalement ceux qui seront utilisés dans l'inventaire classique. En revanche, vous voyez sur le facsimilé à droite, sur la colonne de droite, que se trouve en cursive le nom du roi Taneyi Damani, une cursive qui existait depuis longtemps. Intéressons-nous donc à l'origine de ces signes hiéroglyphiques dont je vous ai dit déjà qu'ils avaient été inventés. Alors, leurs inventeurs se sont d'abord tournés vers les grands rois du passé, les fameux pharaons noirs qui avaient gouverné l'Égypte durant la 25e dynastie, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et par exemple, on a utilisé pour le bélier, on utilise le bélier pour le signe B. Normalement, le hiéroglyphe le plus fréquent en Égypte, c'est un pied. C'est d'ailleurs l'origine de la cursive méroïtique. Eh bien non, on a utilisé un bélier parce que l'animal apparaissait dans la transcription du nom de deux des rois de la 25e dynastie, Shabako et Shabatako. En même chose pour le T, hein, qui vient du T plus le H de Taharka, mais il se trouve que par la suite, le nom de Taharka a dû être prononcé sans H, puisque le H a disparu, il a existé relativement peu de temps dans l'inventaire phonologique de la langue. Et donc, c'est le son T, ou vous le savez, Te ou T tout simple, qui est représenté par cet hiéroglyphe. Alors d'autres signes, et là nous voyons bien ici que la cursive a engendré l'hiéroglyphique et non pas l'inverse, ont simplement été imités de la cursive. Donc pour le D, on a ce signe cursif qui rappelle un petit peu l'œil Ujja, c'est-à-dire l'œil d'Horus. Euh, la, la boucle du D cursif a été réinterprétée comme l'œil lui-même. La barre oblique qui se trouve à gauche a été réinterprétée comme ce qu'on appelle la moustache du faucon, puisque cet œil est censé être l'œil du faucon Horus. Hein. Et puis vous avez cette petite spirale qui représente donc la deuxième barre hein, à gauche du signe cursif. C'est également le cas pour la lettre K, hein, elle est représentée par un canard. Le canard en égyptien c'est ça, donc la valeur est totalement différente. Si on l'a choisi, cet hiéroglyphe, c'est très probablement parce que effectivement le haut rappelle la tête d'un oiseau, ensuite l'aile, et puis le bas, la barre en bas peut rappeler la queue. Donc vous voyez qu'ici, on a totalement changé la valeur des hiéroglyphes, ça n'a aucune importance. L'important, c'était qu'on utilise des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont une écriture sacrée, c'est le sens de hiéros en grec, et cette écriture a donc une valeur magique qu'il faut lui conserver. Donc tous les hiéroglyphes méroïtiques sont des hiéroglyphes égyptiens, avec des valeurs qui peuvent être différentes. Et c'est le cas aussi du I. Hein, le I, c'est un petit bonhomme avec une main en l'air. Eh bien, ce bonhomme, en fait, est issu de la cursive qui représente déjà quelque chose qui peut faire penser à un homme au bras levé. Pour certains signes, eh bien là, on ne sait pas. Le R méroïtique ressemble peu au R égyptien, puisque le R égyptien est une bouche, alors que le R méroïtique est un rectangle qui rappelle plutôt le son che en égyptien. Et puis, pareillement, le Ra ou Na méroïtique ressemble à une bouche, alors qu'en égyptien, c'est un crible. Donc là, plusieurs hypothèses, mais ça prendrait beaucoup trop de temps pour les examiner ici, et aucune d'entre elles n'est totalement satisfaisante pour l'instant. L'écriture hiéroglyphique méroïtique a disparu probablement assez tôt, au IVe siècle, juste à la fin de Méroé. Mais nous avons un témoignage assez étonnant de sa persistance pendant quelques décennies. C'est un bol qui a été offert par
un chef de tribu, à un des premiers rois Nuba du sud. Donc ce roi Nuba a été retrouvé, donc son inhumation a été fouillée par Patrice Lenoble, un Français, sur le site d'El Obadji. Et le prince Nuba était donc enterré ici sous un tumulus, donc non pas une pyramide, mais par contre avec énormément de matériel méroïtique. Et ce bol donc est écrit en ce bol de bronze, gravé en hiéroglyphes. Or, ce qui est intéressant, c'est que la moitié de l'inscription est en méroïtique et l'autre moitié est en nubien extrêmement ancien. Il donne le nom et le titre du personnage qui a dédié ce bol au roi défunt. Et c'est donc le tout dernier témoignage que nous possédons de l'écriture hiéroglyphique méroïtique. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine pour une autre conférence. Au revoir.